Bonjour Henri Yomborder. Carole Lolaye, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour Marc et bonjour à toute l'équipe de réalisation de Matin d'Éden. Bonjour Marc Goudjan. C'est ça. Bonjour à toute l'équipe de réalisation d'Éden TV et Diaspora FM. Bonjour Carole. Bonjour Henri et bonjour à tous nos amis internautes et téléspectateurs et auditeurs de la 102.3. C'est un plaisir. J'avais oublié les auditeurs. Ouais. Voilà. Il fallait. Alors, le premier sujet à débattre, nous avons eu la réaction du gouvernement suite à l'attaque terroriste au nord du Bénin. De fausses informations circulaient, un bilan officiel désormais. On parle de 54 morts. Marc Goudjan. Oui, c'est pourquoi lorsqu'on a abordé le sujet cette semaine-ci, on n'a pas voulu beaucoup plus aller sur les chiffres parce que le ratissage était toujours en cours et donc il fallait attendre des chiffres qui viennent des autorités pour pouvoir quand même confirmer le nombre exact de disparus. C'est vrai qu'on parle de 54 morts et des blessés. Il y a également beaucoup de blessés. Et il se peut même que, à la fin même du ratissage, peut-être qu'on aurait encore peut-être d'autres cas de mort également. C'est vraiment dommage puisqu'il y a des disparus dedans. Il y a des disparus dedans. Et donc, éventuellement, peut-être on pourrait retrouver leur corps ou peut-être on pourrait les retrouver également en vie, puisque c'est ce qu'on souhaite. Après les 28 morts de janvier, voilà, la facture est salée cette fois-ci, avec 54 morts. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et cela dénote de l'urgence face à ces délinquants, parce que je dirais ce sont des délinquants, des divorcés sociaux qui essaient de perpétrer ces attaques au nom de je ne sais quoi. Et aujourd'hui, il faille quand même mettre en accord plusieurs parties, c'est-à-dire les populations. Et lorsque ce n'est pas pour stigmatiser, mais lorsque vous voyez la plupart de ces djihadistes, de ces délinquants, en réalité, la majeure partie d'entre eux sont des Peuls. Et donc c'est pour ça également qu'il faille quand même essayer de discuter avec la communauté Peul qui vit au Bénin et qui vit également aux enclaves des frontières de la zone triple pour pouvoir discuter avec eux, pour pouvoir voir quel type de collaboration ou quel type de renseignement ils peuvent quand même donner à nos services de renseignement pour pouvoir limiter les dégâts par rapport à ces attaques-là. Puisque ce sont des attaques simultanées qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'ils ont préparé bien leur coup, ils ont anticipé, ils sont allés même, ils ont eu à avoir des renseignements sur la position de nos troupes, leur déplacement, tout ce qu'ils font. Et ils ont attendu ce matin-là pour attaquer les deux zones de façon simultanée. Et c'est vraiment dommage. Ce qui fait qu'il faut, sans la complicité parfois des citoyens qui vivent dans ces zones-là, parfois, je pense que ce serait difficile parce qu'il ne faut pas oublier, même si ces djihadistes vivent dans des zones un peu reculées, c'est qu'ils doivent manger, ils doivent boire, d'accord, ils doivent s'approvisionner en carburant. Et donc, c'est avec la complicité des citoyens qui vivent au niveau de cette zone triple, je veux parler que ce soit des citoyens burkinabés, nigériens et également béninois. Et donc, lorsque la plus grande connotation de ces djihadistes se retrouve dans une communauté donnée, c'est sûr qu'il y a une complicité à partir de cette communauté-là et qu'il faille quand même essayer de discuter pour pouvoir leur montrer en réalité le danger qu'ils courent. Parce que lorsqu'ils disent qu'ils sont en train de défendre une religion, qu'est l'islam, alors qu'en même temps, lorsqu'ils débarquent, est-ce qu'ils prennent le temps de savoir si tel militaire, il est musulman ou pas, si tel citoyen, il est musulman ou pas? Eux, ils s'en foutent. En réalité, c'est pourquoi je les traite de délinquants, de divorcés sociaux. C'est des gens qui n'ont pas de code d'honneur, ils n'ont rien. Et on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils défendent réellement
en perpétrant ces attaques-là. On voit en réalité qu'il manque de synergie forcément entre les trois nations de la zone triple. Je veux parler du Burkina, du Niger et du Bénin. Parce que s'il y avait une synergie d'action, c'est qu'ils auraient forcément... Le porte-parole l'a dit. Le gouvernement également s'est prononcé là-dessus subtilement. Effectivement, même le chef de l'État l'a dit lors de sa sortie avec Jeune Afrique, il a dit. Puisque sur les attaques terroristes, c'est qu'il y a un manque de synergie entre les trois nations. Parce qu'aujourd'hui, avec la formation de l'AES, ça fait qu'il y a une grande distance entre les populations, entre les dirigeants du Burkina et du Niger et les dirigeants du Bénin. Et ils sont campés dans leur position parce qu'eux, ils se réclament de l'AES et que le Bénin est dans la CEDEAO. Et donc, ils veulent rompre quand même tout accord ou en tout cas collaboration avec les pays de la CEDEAO, alors que nous vivons tous dans la même zone. Et nous avons les mêmes réalités qui nous unissent. Cette même réalité, c'est la lutte contre les terroristes, qui est la même réalité qui nous réunit. Et pris en l'état, c'est qu'il faut forcément, à ce niveau-là, qu'on ait une collaboration. On doit laisser nos divergences qui sont liées, par exemple, à la gestion du pouvoir, parce qu'il y a eu mésentente, parce que ce sont des soldats qui ont pris le pouvoir et qui n'ont pas eu le pouvoir de façon démocratique, et c'est ce que refuse la CEDEAO en général. On doit laisser cette divergence-là pour voir en réalité quel est le mal qui nous unit en réalité, quel est ce qui nous unit et qui doit nous renforcer, qui doit renforcer notre cohésion à lutter contre un mal commun. Parce que le mal est commun. Les attaques, ça ne cessera pas au Niger, ça ne cessera pas au Burkina. Et donc, le Bénin est également en danger, puisque quand ils fuient du Niger et qu'ils sont traqués du Niger et du Burkina, ils replient vers le Bénin. Et il faut rappeler que dans la zone triple, c'est que le Niger et le Burkina n'ont pas de base immédiate là. Et donc, c'est le Bénin seul qui est le seul rempart. Ils ont laissé le point. Voilà, ils ont laissé. Donc, c'est le Bénin qui est le seul rempart dans cette zone triple-là. Et donc, quand ils viennent de ces deux pays-là, du Niger et du Burkina, ils ont les coups de frein, ils ont la libre circulation pour pouvoir opérer aisément et repartir. N'oublions pas également que nous avons la limite territoriale, qui fait que parfois, quand ils font perpétrer des attaques au niveau du Bénin, c'est difficile de les pourchasser jusqu'à rentrer dans le Burkina. Parce que ce serait comme violer l'intégrité territoriale du Burkina. Et parfois, nos troupes seront restreintes à ce niveau-là, où ils ne pourront pas avancer parce qu'ils se sont repliés vers ces zones-là. Alors que s'il y a une synergie d'action, ce serait à nos troupes, à nos soldats, de pouvoir avertir ceux du Burkina pour dire, nous, on les a repoussés jusqu'à tel niveau. Il faut que, voilà, donner l'alerte. Il faut que vous-même, à un niveau donné, vous envoyez des bataillons pour pouvoir quand même les cadrer dans cette zone-là, pour pouvoir les éliminer. Et c'est de la même façon que le Burkina ou le Niger doit également nous informer que les djihadistes sont en train d'évoluer vers nous et qu'il faut. Donc, en réalité, c'est deux guerres que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Justement, en dépit de tout, Marc, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire taire les divergences et de prôner l'intérêt des peuples? Je parle du peuple burkinabé, du peuple béninois, nigérien, pour qu'enfin cette lutte-là soit efficace. Oui, parce qu'en réalité, tout ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que tout le monde... institutions qui se confrontent aujourd'hui, qu'on puisse se baser sur l'intérêt des peuples pour pouvoir s'unir et mener d'une seule voix cette lutte-là. Oui, c'est ce qu'on souhaite en réalité. Et c'est ce que souhaite également forcément le gouvernement béninois. C'est qu'il y ait une collaboration. Et je pense qu'ils l'ont dit, ils ont essayé maintes fois de pouvoir rencontrer le chef d'état-major peut-être du Burkina, du Niger, pour pouvoir discuter avec eux, pour voir dans quelle synergie d'action ils peuvent travailler pour éliminer ce mal-là qui est commun à eux tous. Mais on sent une manque de volonté, d'accord, de la part des deux autres pays à pouvoir collaborer avec le Bénin. Et j'ai expliqué le mardi passé que cela se dénote par quoi? Par le fait que nous n'avons pas les mêmes partenaires militaires. Les partenaires militaires que nous avons aujourd'hui au Bénin, c'est la France, les États-Unis, alors que de l'autre côté, ils ont des partenaires russes. Et donc, ça veut dire que l'information, le service de renseignement ne va pas évoluer dans le même sens. Ou parfois, en nous informant, ils vont se dire, ils n'ont pas besoin de nous informer,
puisque nous avons des partenaires français et américains, c'est à eux de mettre en œuvre un service de renseignement efficace pour pouvoir nous informer de l'avancée des djihadistes, de leur présence dans telle zone ou telle zone. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, je dis que le Bénin est entre deux guerres. La première guerre, c'est contre les djihadistes. La deuxième guerre, c'est la guerre d'information, où on est privé d'informations par rapport à l'avancée des djihadistes venant des deux zones, c'est-à-dire du Niger et du Burkina aujourd'hui. Et ce serait difficile pour nous de pouvoir avoir, même si on souhaite aujourd'hui qu'il y ait une franche collaboration, parce que nous avons un seul ennemi commun. Et je voudrais quand même que les dirigeants des deux autres pays, c'est-à-dire du Niger et du Burkina, comprennent qu'en réalité, que même si on arrivait à éliminer nos militaires et à un moment donné, et qu'on paie, d'accord, les pots cassés, et qu'on récupère nos armes et nos matériels, ça serait servi contre eux. Ils vont les utiliser contre eux. Ah donc, ça ne sert à rien, ça n'arrange aucun des trois camps à ce que chacun reste figé sur sa position en ne voulant pas une franche collaboration pour pouvoir lutter contre ces délinquants-là. Henri Yambole. Non, d'abord, il faut présenter les condoléances donc à la famille de ces 54 militaires tués et également à la nation. Moi, je déplore cette communication qui est faite autour donc, de cette attaque-là par les autres, je dirais, par l'opposition et la société civile. Aujourd'hui, Mac l'a rappelé, nous avons un ennemi commun. L'ennemi commun, donc il faille que chacun de son côté travaille pour que nous unissions nos forces pour combattre cet ennemi-là. Aujourd'hui, le djihadisme ne connaît pas l'opposition, on ne connaît ni la société civile, mais quand on arrive à dire que le gouvernement ne fait pas grand-chose, qu'on envoie les petits militaires et qu'on... Moi, je propose qu'on change de langage, qu'on change donc de méthode de communication sur cette affaire-là. Qu'on arrive à proposer même au gouvernement, voici nous ce que nous vous proposons. Nous proposons qu'on fasse de cette manière-là. Je pense que le président Patrice Talon ne va pas faire donc fermer les oreilles quand il s'agira donc de très belles propositions pour dans la lutte donc de cette affaire-là. Et il faut reconnaître que le Bénin est le seul pays à occuper le point triple. Le Burkina Faso, et très souvent, moi j'ai observé quelque chose, l'attaque de janvier qui a fait 28 morts, au retour donc de cette attaque-là, ils ont été attaqués aussi par les Burkinabés. Et il y a eu une forte communication autour de cette affaire-là pour dire que oui, après avoir attaqué le Bénin, les Burkinabés donc, les ont neutralisés. Encore pour le 17 avril, ils ont la même chose, le même scénario. Ils ont été attaqués par le Burkina. Et donc, le Burkina laisse d'abord que les djihadistes attaquent le Bénin avant de réagir. C'est ce que je comprends. Mais ils aussi, ils ont été, comme l'a dit Mac, il y a eu un commissariat qui a été attaqué également. Ce qui prouve que l'ennemi est quelque part, et cette fois-ci, ils sont venus du Niger et du Burkina Faso. C'est-à-dire qu'ils ont le champ libre de ces deux côtés-là pour venir attaquer le Bénin. Ce n'est pas que le Bénin n'a pas fait des efforts consistants dans cette lutte-là. Mais quand vous êtes, ce qui revient à 3 personnes, vous êtes seul à occuper ça. Le Bénin occupe jusqu'à 150 km au niveau de point triple. Parce que les autres pays ont laissé ça. Le Bénin occupe jusqu'à 150 km pour au moins repousser l'ennemi. Vous voyez un peu, il y a une stratégie qui est là. Et vous avez parlé donc de communautés. Je pense qu'aujourd'hui, ces djihadistes ont été enrôlés au niveau de la communauté. Il y a des promesses qui ont été faites. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'accrocher à la norme. Parce que c'est vrai que c'est une guerre asymétrique, mais il ne faut pas s'accrocher à la norme. Il faut aller donc au-delà. Oui, nous avons des fusils modernes. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui impliquer, comme l'a fait les hauts gradés donc, de la FDS, qu'on implique les communautés. Parce que les informations que les gens détiennent, ces informations partent des communautés. Ils ont des gens qui viennent même au sein donc, des forces armées sans que les gens sachent que ces gens-là sont en mission. Et donc, je pense qu'il faut travailler aujourd'hui en collaboration avec les communautés qui doivent en retour savoir que nous avons un seul pays, le Bénin, un seul drapeau, le Bénin.
Et donc, on doit défendre. L'autre chose, oui, j'ai fait cette proposition sur ce plateau ici, sur l'émission Forum de rédaction, en disant pourquoi ne pas impliquer les chasseurs, qui sont également des Béninois, qui ont cette possibilité également de combattre, parce que l'ennemi ne connaît pas l'opposant, ne connaît pas l'opposition, ne connaît pas la société civile, ne connaît rien. Ils attaquent. Donc pourquoi ne pas les impliquer? Et je crois qu'il faut travailler à ce sens-là. Moi, j'ai reçu des gens dans une émission où les gens se proposent même qu'on aille au-delà, même qu'on implique même les grands de nos traditions, qui peuvent utiliser même les astuces, puisque le Bénin est reconnu comme un pays laïque, mais également un pays qui détient des pouvoirs mystiques pour des actions. Pourquoi ne pas utiliser même, pourquoi le gouvernement ne peut même pas utiliser les garants dans cette lutte-là? Et une fois, je pense que à cette question-là, le porte-parole du gouvernement avait répondu, si tout le monde a cette possibilité donc, de combattre, de faire quelque chose pour que le Bénin ait la victoire, de le faire. Et moi, je pense que c'est le moment aujourd'hui d'aller loin. Parce que demain, on ne sait pas ce qu'il nous réserve encore. On est passé à 54, de 28, on est passé à 54. Ce sont les enfants du Bénin, des héros, oui, c'est vrai, mais il faut qu'on implique, bien sûr, d'autres couches de notre société dans cette lutte-là. Et franchement, ça fait mal. On n'a pas tous les mots pour exprimer ce que nous ressentons quand il s'agit. Parce que cette fois-ci, le nombre est... C'est vrai, quand vous le dites, ça me fait penser, c'est vrai que c'est des films, mais c'est aussi la réalité sous nos cieux quand tellement on est blindé spirituellement, traditionnellement, que les âmes ne traversent pas le corps. Voilà des procédés qui peuvent également épargner nos militaires, pourquoi pas? Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai parlé avec un militaire. Oui, on peut se blinder, mais il y a d'autres stratégies qu'on peut utiliser. Il y a d'autres stratégies que les forces de l'ordre peuvent utiliser. Parce qu'en réalité, les armes qu'ils utilisaient, en temps, monsieur, ils utilisaient les armes traditionnelles. Oui, d'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, ils ont des AKM, donc des fabrications modernes. Vous voyez un peu. Donc, il y a qu'ils sont... Les AKM dépassent la oui, non, tu sais, ce n'est pas aujourd'hui. On est dans la modernité et les armes qu'on utilisait autrefois, quand peut-être nos anciens parents, nos grands-parents combattaient, peut-être ce n'est plus les mêmes armes aujourd'hui. Les armes sont beaucoup plus sophistiquées. Et c'est vrai qu'il y a des mesures, il y a des dispositions aujourd'hui qui puissent permettre quand même de pouvoir se sécuriser spirituellement, mais quand même, on ne pourra pas le faire pour tout ce monde-là. Et tout le monde n'a pas la même aspiration religieuse, on n'a pas on n'est pas de la même confession religieuse, donc ça pose peut-être ce problème. Moi, je voudrais revenir sur un fait qui est très important également lorsqu'on parle des communautés, par exemple. Lorsque vous allez dans la zone de la Liborie, par exemple, vous voyez, il y a un petit problème là, dans ces localités-là, c'est qu'il faut que l'État également se rende présent dans ces zones-là. Quand je dis l'État doit se rendre présent, c'est que il faut installer les infrastructures nécessaires dans ces zones-là. Il faut installer les structures administratives. Développer cette zone-là, parce que qu'est-ce qui fait que le recrutement est parfois assez facile? C'est à cause des inégalités. Il y a les inégalités souvent qui font que ceux qui vivent dans ces zones-là se sentent lésés par l'État central. Et donc, qui ne bénéficient pas du soutien qu'il faut parce qu'ils sont dans des zones reculées et qui ne bénéficient pas des mêmes avantages que ceux qui sont dans les zones. Et donc, la plupart des recruteurs au niveau de ces djihadistes surfent sur ces éléments-là. Ils surfent également sur les éléments des conflits qui existent entre les agriculteurs et les éleveurs. Et donc, il y a un certain nombre de mécanismes sur lesquels ils essaient, en tout cas, de mettre leur argument, d'accentuer leur argument pour essayer de pouvoir recruter ces jeunes-là. Donc, il faut quand même essayer de discuter également, tel que le chef d'état-major a commencé par le faire, discuter avec ces populations-là pour voir quels sont leurs réels besoins et comment on peut les aider peut-être à essayer de combler, un tant soit peu, ces besoins de façon progressive pour pouvoir empêcher ces jeunes désœuvrés, d'accord, de pouvoir être facilement recrutés dans l'autre camp, pour pouvoir quand même essayer de régler le mal peut-être d'un autre côté. Et de l'autre côté également, d'essayer de sensibiliser, de leur faire comprendre... Surtout la sensibilisation de leur quotidienne. faire comprendre le danger qu'ils ils encourent. Parce que quand
les djihadistes ne vont pas pouvoir avoir accès, d'accord, à toutes les ressources qu'ils veulent, par exemple, c'est qu'ils seront obligés de se replier vers d'autres zones. Et donc, s'ils collaborent, si ceux qui sont là déjà aujourd'hui, en tant que population, collaborent avec les forces armées béninoises, c'est qu'ils ont la protection qu'il faut, nécessaire qu'il faut. Ils donnent les informations nécessaires et ça les protège eux-mêmes également. Oui, D'accord. oui. Et donc, il faut qu'ils aient cette connaissance du bien fondé de ce que l'État est en train de pouvoir faire. Donc, moi, je pense qu'il faut plus donc, mettre l'accent sur la sensibilisation. Leur montrer que, au fait, ça ne les arrange pas eux-mêmes. Parce que vous qui informez aujourd'hui les djihadistes, demain les djihadistes peuvent se retourner contre vous. C'est facile. Parce que quand ils vont, vous n'allez plus donc avoir cette possibilité-là de leur offrir les informations nécessaires, ils vont se retourner contre vous. Donc le mieux, c'est de ne pas faire le jeu de l'ennemi. En faisant le jeu de l'ennemi, que vous donnez assez donc, c'est en à votre contrepartie de quelque chose. Donc, Justement, c'est pour ça que je dis la première raison, c'est la pauvreté. Oui, c'est la quand pauvreté. il faut les enrôlements, Oui, c'est la pauvreté. Des promesses mirobolantes, on vous dit vous gagnez 200 000 plus 500 000 par jour, ou bien en un mois. Parce que c'est quelqu'un qui leur fournit de l'essence. C'est quelqu'un qui leur fournit des vivres. Et non, en fait, ces djihadistes-là ne sont pas éloignés. Ils sont tapis donc dans la communauté. Ils ont des ramifications dans la communauté. Ils viennent manger, ils vivent comme tout le monde dans la communauté. C'est ça, arrêtez. Et donc, quand ils viennent quelque part, ils ont quand même cette facilité de discuter avec les gens. Mais quand dans la population, il y a des nouvelles personnes suspectes, mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, il faudrait que les populations comprennent qu'elles doivent prévenir l'autorité. Ce qui est bizarre dedans, c'est que quand ils viennent recruter, d'accord, c'est des gens déjà qui vivent dans la communauté. Voilà. D'accord. Qui ils envoient des gens pour pouvoir les recruter. Et quand ils viennent, ils prennent les informations, ils font les promesses et tout ça. Et quand le jeune ira vers eux, vous n'en saurez rien. Il dit peut-être qu'il va quelque part à sa famille, il revient. Après, il revient, il fait la ronde, comme si de rien n'était, alors qu'il est en train de prendre des renseignements, d'accord, pour pouvoir donner de l'autre côté. Il veut acheter quelque chose, il repart, il donne de l'argent à sa famille, à quelques communautés, personne ne veut plus rien dire. Tout le monde se tait là-dessus, alors que c'est ça qui lui permet peut-être de préparer, de fournir du manger, de l'eau, de l'essence à toute sa troupe qui est tapie dans l'ombre, dans les forêts, là-bas. Et donc, il faut forcément qu'il y ait une synergie d'action, un service de renseignement efficace, même au sein de la population. D'accord. Pour pouvoir, il faut même que, mis à part le service de renseignement, que l'État central doit mettre en œuvre, ou que les forces armées doivent mettre en œuvre pour se renseigner sur les djihadistes, il faut mettre un service de renseignement également au sein de la population, pour pouvoir connaître les déplacements, les opérations qui sont faites par tel ou tel individu à tel moment, pour pouvoir quand même pister ceux-là, pour pouvoir aller voir là où ils se réfugient, pour pouvoir quand même essayer d'avoir un certain nombre d'informations par rapport à... Puisque la réalité est que quand le gars vit dans la communauté et qu'il va, il revient, il n'est pas soupçonné. Personne ne s'intéresse. Et quand il va là-bas, quand il veut revenir dans sa communauté, c'est qu'il se met en situation normale. Il s'habille de façon normale. Ou bien il peut dire à sa communauté, je vais aller faire du commerce à Boïcon, je vais aller faire du commerce à Abomey. Il va aussi, il revient. Et comme c'est du commerce, c'est il normal qu'il revienne avec des revenus. Alors que c'est un djihadiste en herbe qui est en train de se construire peu à peu. Et donc, il faut également que notre service de renseignement puisse se concentrer également sur ces populations-là, sur ce groupe ethnique-là, pour pouvoir quand même voir quel type de renseignement on peut mettre en œuvre pour pouvoir avoir un maximum d'informations qui puissent leur permettre de pouvoir anticiper sur un certain nombre de choses. Autre information à débattre sur ce plateau, attaque contre la personne de Humbedi, des manœuvres qui ne font que sceller le rapprochement du patriarche avec l'opposition. C'est Dynamisme Info qui en parle ce matin. Henri Nyambodé. Mais non, écoutez, quand Dynamisme Info dit que les réactions des uns des autres font rapprocher plus M. Humbedi de l'opposition, je dis non. On a vu des images sur les réseaux sociaux. Les opposants sont partis officiellement rendre visite au cours de la semaine à Adrien. Les députés démocrates sont dans le charme. C'est pas,
la communication de charme. C'est tout simplement ça. Il est trop tôt donc de dire que Mbedi donc ira vers l'opposition. Il est trop tôt de le dire. Parce que même dans les discussions, les échanges, dans ce qu'on a eu là comme compte rendu, non, il n'y a pas eu de discussion très avancée. Et ceux qui sont allés, ce n'est pas des visiteurs du soir. Et si l'opposition donc va enrôler, si vous voulez, recruter Maître Adrien Mbedi, ce n'est pas au vu au sous de tout le monde, non. Il va falloir des discussions, des échanges sur échanges jusqu'à ce que concession soit faite. Ce que je peux dire, non, ces attaques-là sont de nature à dire la vérité. Parce que l'homme dont nous parlons ici, oui, c'est le patriarche, mais qui a été au cœur, je l'ai dit l'autre fois, a été au cœur de toutes les réformes engagées, entreprises par le régime en place. Et pourquoi ne pas reconnaître qu'on lui accorde cette place-là? Pourquoi ne pas laisser donc ceux qui critiquent, qu'on reconnaisse que Mbedi était au cœur des réformes et qu'aujourd'hui, après des années, à quelques encablures, à quelques mois des élections générales, qu'il en parle, qu'il dénonce. Je pense qu'on doit reconnaître que Mbedi, quelque part, est acteur principal même de ces réformes-là. Et pour moi, si Mbedi doit aller vers l'opposition, il ira. Il y a également des signes qui peuvent permettre de dire que Mbedi peut aller vers l'opposition. C'est vrai que son parti politique, le PD, le tient à cœur. Et si vous suivez bien l'actualité, il y a une séquence qui ne vous a pas échappé. La semaine écoulée, il y a un communiqué signé donc, du secrétariat donc, de son parti, du parti PD, qui a fustigé le comportement de certains qui réagissent après les propos de M. Adrien Mbedi. Ça doit faire déjà une analyse dans la tête, donc, a fait un tic dans la tête donc, des gens de l'UPR. Parce que si PD s'est fondu dans l'UPR et qu'aujourd'hui, on sort un communiqué signé du secrétariat du PD, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, il faut déjà prendre les taureaux par les cornes. Allez demander à Mbedi qu'est-ce qu'il veut réellement. Est-ce qu'entre-temps, les promesses à lui faites, les clauses de cette fusion-là ne sont plus respectées? Oui, il y a eu des nominations, il y a eu ces militants qui ont été repositionnés, recasés dans le dispositif politique de l'UPR. Et pourquoi aujourd'hui on sort un communiqué du secrétariat de cette formation politique-là qui, juridiquement, n'existe plus. Maintenant, quand on parle d'attaque vers Mbedi, non, on n'attaque pas Mbedi, on dit ce qui est. Et ce qui est, c'est que Mbedi donc, était au début donc, des réformes du système partisan, était même au cœur du système partisan, donc ne peut pas aujourd'hui revenir nous dire qu'il faut laisser tout le monde aller aux élections. C'est vrai que, quelque part, il y a une vérité dans ce qu'il dit, mais on doit quand même nous laisser reconnaître qu'il était donc au cœur de ces réformes-là. Marc? Je voudrais quand même oser poser la question de savoir que si j'ai été au cœur d'une réforme, est-ce que cela suppose qu'à un moment donné, je ne dois plus critiquer cette réforme-là? En fait, c'est ça le problème. Marc, c'est pas ça. C'est ça. Laissez-moi finir. Quand vous êtes au cœur. Laissez-moi, vous avez fini, non? Je n'ai pas fini. Laissez-moi y aller. C'est ça, au fait, le réel problème du pouvoir en place. Lorsque les gens sont avec vous, donnez-leur ou permettez-leur quand même de pouvoir à un moment donné, même s'ils sont avec vous, de pouvoir critiquer un certain nombre de choses qui ne vont pas. Il a reconnu tout à l'heure, il a dit que bien sûr que ce que dénonce Adrien Mbedi sont des choses qui sont vraiment fondées. Mais si c'est fondé alors, ça veut dire que c'est parce qu'il a appartenu ou bien parce qu'il appartient il a contribué. à la classe, il a contribué à ça, qu'il ne doit plus en parler. Non, il peut en parler. Et aujourd'hui, vous savez, ce que Adrien Mbedi subit aujourd'hui n'est que le reflet, d'accord, de tous ceux qui sont restés avec le pouvoir en place et qui ont voulu critiquer le pouvoir. C'est toujours à ça qu'on a assisté. Ils ont été toujours
médiatiquement pourchassés, médiatiquement, on les a attaqués de toutes parts. Et je pense que ça ne devait pas étonner le président Adrien Hongbeji. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont un peu différents. Aujourd'hui, Hongbeji est en train de chercher, de vouloir reprendre encore, de pouvoir donner encore vie à son parti, le PRD, aujourd'hui. Il veut également se faire reconnaître sur l'échiquier politique ou parfois même faisant partie de la grande mouvance présidentielle. Est-ce qu'il est réellement écouté? Faisant partie de l'UPR, est-ce qu'il est réellement écouté? Et donc, tout ça peut faire qu'à un moment donné, il puisse commencer par changer de posture. Il puisse commencer par remettre un certain nombre de choses en cause. Cela n'engage que lui. En réalité, on a toujours connu Hongbeji dans une posture d'opposant. Tout le temps. Pendant près de 20 ans, c'est toujours la posture qu'il a toujours occupée. Aujourd'hui, on le voit aujourd'hui soutenir les actions du pouvoir, rentrer dans le grand ensemble qu'est l'UPR aujourd'hui pour pouvoir mener une synergie d'action. Mais on juge déjà le fait que de pouvoir se prononcer, on juge cela de façon qu'il critique déjà la famille à laquelle il a appartenu pendant longtemps. Alors que dans le même temps, c'est que l'autre, il est en train de chercher encore une autre porte échappatoire. C'est comment faire pour réactiver son parti, le PRD, aujourd'hui, parce qu'il sent que les enjeux prochains peuvent faire qu'en réalité, il puisse avoir des difficultés à pouvoir s'affirmer au sein de la classe politique. Parce que si ces députés sont issus de l'UPR à un moment donné, c'est qu'il ne peut pas avoir forcément la même mise sur ces députés-là, parce que ce n'est pas lui qui dirige l'UPR. L'UPR est dirigé en la personne du président Diok Benoît aujourd'hui, et l'UPR a pour grand patron le chef de l'État en la personne de Patrice Talon, et donc il se sent peut-être dans un rôle un peu mis à l'écart et qui l'amène parfois aujourd'hui à pouvoir réagir, à pouvoir dénoncer un certain nombre de choses que la plupart des gens, la plupart de ceux qui suivent l'actualité politique au Bénin savent que ce qu'il est en train de dire est vraiment fondamental. Mais est-ce que cela va l'amener à se rapprocher de l'opposition, tel que Dynamisme Info pose la question? C'est bien probable. C'est bien probable parce que si de l'autre côté déjà, on est en train de l'harceler, on est en train de le charger par les médias interposés, par toute communication qu'il faut, si on est en train déjà de le charger, donc il se peut qu'il puisse se retrancher vers l'opposition. Parce qu'avec le temps, le PRD a beaucoup perdu de son poids électoral ces dernières années. Et donc, c'est cette reconnaissance-là que le PRD est en train de vouloir chercher. Et lorsqu'on voit le lien historique que le PRD a entretenu avec l'opposition par le passé, c'est beaucoup plus facile de pouvoir le retrouver de l'autre côté lorsque déjà il ne se sent pas à l'aise dans la classe de la grande majorité présidentielle, où il ne se sent pas à l'aise, ou jusqu'il est allé à commencer par dénoncer un certain nombre de choses au sein de cette classe présidentielle, où les gens sont contre lui et ont commencé par le critiquer. Donc ça va le mettre dans une position de retrait, où il ne va plus participer de façon très active aux discussions, d'accord, de son parti, c'est-à-dire l'UPR, puisqu'il est encore l'UPR aujourd'hui, on ne peut pas le redire. Si juridiquement le PRD n'est pas encore sorti de l'UPR, c'est qu'il est encore UPR. Et donc, ça veut dire qu'au niveau de certaines discussions, par exemple, peut-être qu'on ne va pas l'appeler, peut-être qu'on ne va pas prendre son avis, parce que, compte tenu de cette dernière position qu'il prend, on va peut-être le mettre à l'écart. On l'écarte. Et lorsqu'on commence par l'écarter comme ça, il va commencer par vouloir se développer également d'autres stratégies pour pouvoir se rapprocher d'une autre classe politique qui va mieux le reconnaître ou bien mieux apprécier alors son passé, en tout cas sa posture d'ancien homme politique, son expérience qu'il pourrait partager. C'est bien vrai qu'au sein de cette classe de l'opposition aujourd'hui, il y a des gens avec qui il ne s'entend pas, forcément, avec qui il a un passé ou un passé très sombre ou un passé qui ne l'arrange pas à pouvoir faire avancer les discussions. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître. Hongbeji avec l'opposition, cela n'arrange aucunement la mouvance. Bon, est-ce qu'il faut le dire? Bon, de toutes les façons, vous savez, avec les enjeux actuels, la mouvance aussi a forcément aurait eu beaucoup de gains à vouloir
ramener Humbedi toujours vers lui, parce que Humbedi, n'oublions pas, ce n'est pas Humbedi, ce n'est pas Moël Bénin, Humbedi, ce n'est pas Parce qu'il a dit, RN. à chaque fois qu'il aura l'occasion de pouvoir dire ce qui est et ce qui doit être, il le refera. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, qu'il y a une porte ouverte pour Humbedi d'aller vers l'opposition. Et c'est pour ça que c'est ce qui justifie la main tendue également des démocrates. Cette manière de pouvoir l'avoir à leur côté, ils savent que c'est très bénéfique, ce sera bénéfique pour eux. Voilà. Compte tenu de l'enjeu, tout le monde veut essayer de pouvoir profiter. De la situation. Aujourd'hui, les cadres de l'opposition vont vouloir forcément se rapprocher de Humbedi pour pouvoir dans quel mécanisme ils peuvent s'entendre pour qu'ils puissent travailler avec eux. Une chose est sûre, sur l'échiquier politique aujourd'hui, Humbedi n'est pas des moindres. Humbedi n'est pas comme un Moël Bénin. Humbedi n'est pas comme un FCBE de Paul Humbert. Humbedi n'est pas comme RN. Humbedi, il est un grand acteur politique, un très vieux. Et donc, compte tenu de son expérience, par exemple, et de ses militants, par exemple, Humbedi a un poids considérable. Et donc, qu'il aille vers la mouvance, ce serait forcément avantageux pour la mouvance. Qu'il aille vers l'opposition, ça serait également avantageux pour un camp ou un autre. Et donc, ce serait à lui, en tant que fin stratège politique, de pouvoir juger vers quel bord politique il pourra aller pour que ça puisse l'avantager pour les échéances à venir. Henri? Et c'est ça le jeu politique aujourd'hui. Quand vous êtes à un âge donné, dans la société, vous êtes considéré comme un sage. Et quand vous avez l'âge de Humbedi, vous devenez un sage ou vous devenez un recours. Mais en réalité, est-ce que la sagesse interdit de dire ce qui doit être? Ce n'est pas le cas. Voilà. Je l'ai dit sur ce plateau l'autre fois, à la place qu'occupe Mac, que Humbedi devient un renfort pour l'opposition. Important, bien évidemment, c'est un sujet qui fâche. Ce n'est que la révision du code électoral aujourd'hui. Et la privation des libertés. Mais ça ne mais fait prioritairement pas de la révision du code électoral. Ça ne fera pas de Humbedi un opposant. Parce que Humbedi ne va jamais accepter d'aller à l'opposition. Parce qu'il y a des informations qu'on ne détient pas. Humbedi, peut-être, fait du chantage aujourd'hui pour se rapprocher plus. Pour que les clauses qui ont été définies, les engagements qui ont été pris avant la fusion de son parti avec le l'UPR, que ces clauses-là reviennent. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, ok, il y a une fusion, on a nommé quelques ténors de PLD, c'est fini. Donc, on s'est tué. Donc, en faisant ce chantage-là, politique, et comme on le sait bien le faire en politique, eh bien, donc, pourra retrouver encore sa place au sein donc, de cette classe, de cette mouvance. Dans le cas contraire. S'il vous plaît. Et dans le cas contraire. Mais non, dans le cas contraire, il va rester neutre. Il n'a pas l'opposition parce que ça ne va pas l'arranger. Parce que vous savez quoi, il a été traité tout le temps de versatile. Qui connaît le passé de Humbedi a été traité tout le temps de versatile. Et donc, il ne va plus, au soir de sa vie encore, qu'on lui colle encore cette étiquette-là. Il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Non, il a quelque chose à gagner. Fini déjà. Oui, justement. Oui, quand il dit... Mais toujours est-il qu'il a son mot à dire. Oui, je ne refuse pas. Il a toujours son mot à dire. Mais quand il dit au sommet, et qui dit ma conviction... parle des intérêts. Et s'il retrouve ses intérêts de l'autre côté de l'opposition, ne soyez pas étonné de le voir. S'il retrouve ses intérêts. Je ne le vois pas tout de suite. Parce que vous avez dit qu'il est versatile. Et s'il est versatile, c'est compte tenu de ses intérêts du moment. Et si ses intérêts du moment se retrouvent de l'autre côté. Au départ, j'ai dit. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on parlera des intérêts concrètement aujourd'hui? En réalité, oui, on parce peut que parler quand on d'intérêts. parle du code électoral, il faut y voir la paix du peuple. C'est cette paix qu'il essaie de préserver parce que lorsque le pire arrive, on n'arrive pas à contenir. Même à ce niveau-là. Et on ne sait pas quand ça va, quand ça finit. C'est juste quand ça commence. Voilà, même à ce niveau-là, je vais vous dire quelque chose. Moi, je vais tenter l'opposition pour dire, donnez-nous les points qui sont les points qui peuvent amener la crise. Quand vous vous asseyez pour dire, nous voulons la relecture du code électoral tout simplement,
Vous ne touchez pas du doigt, vous ne faites pas passer l'essentiel. Journal, le meilleur a relevé les points qui fâchent au niveau du code électoral. Et vous n'ignorez pas également, Henri, les points qui pas fâchent. les articles qui fâchent quand au on niveau parle du de code 20%, électoral. et on sait que dans d'autres localités, on ne pourra pas l'avoir. 20%, on peut l'avoir. Si on travaille bien, on peut l'avoir. Même des partis de la mouvance présidentielle n'ont pas pu l'avoir dans certaines circonscriptions électorales. Oui, soyons réalistes. Je suis d'accord, mais on est dans une autre dynamique. Et pourtant, c'est eux qui avaient la majorité partout. Mais pourtant, ils n'ont pas pu avoir ça dans certaines circonscriptions électorales. Et vous pensez que c'est bon de pouvoir mettre cette disposition dans le code électoral? Ce n'est pas moi qui ai mis ça dans le code électoral. Non, je n'ai pas dit. C'est pas moi. Et vous pensez que ça va permettre un jeu démocratique? Ceux qui ont mis ça, mis sur... c'est un détail. Peut-être se dire que, oui, avec ce qui se fait aujourd'hui, on peut avoir banalement 20%. On aura donc le soir des élections de 2026, on va faire le point. Nous allons poursuivre et rester avec Dynamisme Info. Cumul de fonctions de ministre et de préfet, la trouvaille de la rupture pour faire d'économie en fin de mandat, c'est une interrogation. La trouvaille de la rupture pour faire... Est-ce que... Non, je pense que cette question, elle n'a pas son sens, à mon avis. Parce que c'est vrai que quand le chef de l'État a été déjà clair au niveau des portefeuilles ministériels, qu'il ne veut pas de portefeuilles ministériels pléthoriques. Et vous savez, on est à 1 an à peu près de la fin du mandat du chef de l'État. Et donc, lorsqu'on prend la gestion administrative, par exemple, ça regorge de beaucoup de choses. Et si éventuellement on doit, au décès du ministre Yves Coirot, on doit nommer un autre ministre, d'accord, qui peut-être ne connaît pas les rouages, d'accord, administratifs, ne connaît pas tout ce qui rentre dans la gestion administrative, ça veut dire qu'il sera obligé de reprendre encore tout à zéro. Et ça fait déjà encore quelques mois de perdu, d'accord. Et la plupart du temps, c'est que ces quelques mois de perdu, ça veut dire qu'avant de se réintégrer dans la masse ou au sein du Conseil des ministres, par exemple, ça va prendre du temps. Pour ne pas perdre le temps, alors qu'on est déjà à la fin de mandat, ce serait mieux effectivement de pouvoir confier ce portefeuille ministériel à déjà quelqu'un qui sait déjà le faire. Puisque en réalité, lorsqu'on confie même les portefeuilles ministériels, il y a l'autre réalité que les gens ne voient pas. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs ministères. Je sais ce qui se passe. Le plus grand travail, ce sont les directeurs de cabinet et les directeurs adjoints de cabinet qui le font. Ce n'est pas les ministres qui font le plus grand travail. Et donc, ça veut dire que même si on confiait le portefeuille à un autre ministre, ça veut dire que c'est les directeurs de cabinet de ces ministères-là qui vont faire le plus grand travail. Alors pourquoi ne pas... Et la ministre va faire la coordination et tout le reste. Alors pourquoi ne pas le faire alors qu'on sait qu'on est à presque 1 an? L'autre chose, qui est une autre réalité qui justifie cette décision est que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations au niveau des calculs politiciens. Où aujourd'hui, on sait déjà l'équipe que le chef de l'État a mis en place. Ceux qui ont déjà bénéficié de sa confiance et qui sont dans son cercle fermé, c'est-à-dire les ministres, les préfets et autres. Si aujourd'hui, par exemple, il doit nommer quelqu'un, par exemple, c'est qu'il doit aller le prendre dans une classe politique donnée. Et comment le faire pour ne pas fâcher les autres? Oui, dans une région donnée. Ou dans une région donnée. Comment le faire pour ne pas fâcher les autres? Ça devient une très grosse interrogation pour Patrice Talon. Et pour pouvoir tout éviter, le mieux, c'est de remettre le poste à quelqu'un qui existe déjà et qui est déjà là. Vous avez vu, au niveau des préfets, il remet à un autre préfet pour pouvoir continuer la suite. Au niveau du département ministériel, il fait la même chose. C'est pour pouvoir éviter également les conflits internes liés au leadership au niveau des partis politiques. Parce qu'en le faisant, vous savez, on est dans une zone très sensible. Et quand les autres vont commencer par se fâcher, c'est que ça peut amener beaucoup de problèmes au sein des 2 grands partis de la mouvance présidentielle. Alors, pour tout éviter, je pense que ça a été la meilleure issue que le chef de l'État a trouvée. C'était la meilleure issue pour pouvoir quand même faire taire tout différent, tout soulèvement ou tout mécontentement qui serait issu des leaders politiques de chaque région ou bien de chaque jour. Donc, c'est déjà très bien pensé. Moi, quand j'ai analysé, immédiatement, quand c'était fait, j'ai dit, bon, le chef de l'État est vraiment un fin stratège. Il a très bien fait
pour ne pas... ce n'est pas une question d'économie, pas du tout. C'était une stratégie politique qui a été très bien pensée et bien mise en œuvre. Et lorsque dans la gestion des choses, telles que je l'ai dit, ce n'est pas forcément les ministres qui vont tout gérer. Au niveau de la préfecture, c'est peut-être le secrétaire le secrétariat général qui va s'occuper de tout ce qui est comme paperasse et qui va l'envoyer vers le préfet, parce que le préfet ne pourra pas être aux deux endroits à la fois, ou qu'il va pouvoir paraphrer certains documents pour, en tout cas, accélérer les procédures administratives. Parce que si on mettait encore quelqu'un d'autre là, c'est que les choses vont traîner également. Non, non, ce n'est pas une nouvelle trouvaille, donc la rupture pour faire d'économie. Moi, je pense que c'est pour plus d'efficacité. Plus d'efficacité, donc, dans la gestion des affaires publiques. Et vous savez que dans le choix des ministres, Patrice Talon a toujours misé sur les professionnels, les techniques, d'accord, la compétence, bien évidemment. Et ici, comme l'a dit Marc, si on ramenait quelqu'un, il va forcément donc d'une région ou d'une classe politique pour faire le job. Alors que déjà, il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il y a eu des nominations, des ministres conseillers qui ont été nommés et qui sont envoyés sur le terrain pour faire la propagande. Donc, ici, stratégiquement, le chef de l'État a choisi cette option-là pour permettre qu'il y ait continuité. Et vous avez vu que la dernière sortie, donc, pour le non-renvoi des élèves en période d'évaluation, c'est la ministre qui a réchauffé donc, cette note-là, le service-là. Ouais. Et ça dit qu'elle, si elle est dans le département, donc elle a commencé un travail. Pourquoi ne pas la laisser donc finir? Et également, ça permet également au président Patrice Talon d'avoir donc une idée claire des choses. Vous savez, quand Khékhoumé donc a été débarqué du ministère, il y a eu également cumul au niveau des ministères, fusion au niveau des ministères, énergie, eau et mines, travaux publics et autres choses. Donc, déjà, oui, Patrice Talon, depuis 2016, n'a jamais misé donc sur... Avec Ounla qui part également et la communication qui revient vers le numérique, oui. Donc, il n'a jamais misé sur un gouvernement prétorique et tout le reste. Donc, c'est cette option. Et il faut le reconnaître, le nouveau qui vient ne maîtrise pas forcément tous les dossiers, alors que ces mêmes ministres participent régulièrement au Conseil des ministres et sont au courant, au parfum également des informations. Sera obligé de recommencer à zéro. Voilà. C'est un ministère stratégique également. Alors qu'on est en fin de mandat. En fin de mandat. C'est un ministère également stratégique. Ce n'est pas comme le ministère de la Jeunesse ou bien du Commerce, où on peut gérer ça, on peut s'habituer. Il y a les examens qui sont qui viennent déjà à moins d'un mois. Donc, le ministre Personne a participé donc, au Conseil des ministres, et la ministre Véronique qui était présidente, donc elle est au courant donc, bien évidemment de tous les dossiers. Donc pour moi, c'est pour plus d'efficacité, pas pour faire d'économie. Merci Henri, merci Marc.